Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. Chronique automobile avec Matt Thomasin, chroniqueur auto. Comment vas-tu, cher ami? Bonsoir, ça va bien, Yann? Bienvenue. Bon retour de vacances. J'étais sûr que tu serais parti sur un road trip. Moi aussi, mais j'avais des affaires à faire à la maison. C'est la vie. Donc on est tous de même, hein? Ça a changé. Ouais, dès qu'on a comme la chance de... Comme on a 2-3 jours de lousse, on se dit hey, on va sacrer notre camp, mais là tu regardes la maison, tu te dis ouais, c'est parce que là, si je chaque mon camp, ça sera pas avancé. Avoir une maison, c'est une sentence à vie. Ouais, ça dépend. Ça dépend si t'es prêt à payer pour faire quelques tâches aussi. Ça allège un peu le tout. Incluant la garde d'enfants. Non. Les enfants, je les aime. Je les adore. Oh oui. Mais de payer pour la tondeuse, écoute, je l'ai essayé une année de temps. Une année de temps pour ce qui était du déneigement. Puis ça m'a gossé. Ça t'a gossé, pourquoi? Ouais? Ça m'a gossé. Il était jamais là quand je voulais. Fallait que je me lève pareil le matin pour déblayer, pour faire sortir les voitures, parce que lui, il passait une fois que les véhicules étaient pas là. OK, il était difficile, lui, OK. C'est ça. En Beauce, là, ça fonctionne pas nécessairement pareil comme en ville. En ville, il peut passer 2-3 fois pendant la journée, puis il va te libérer ça, puis des fois, il déneige pendant la nuit, puis là, tu sors le matin, c'est un vrai charme. En Beauce, c'est un peu plus relax. Moi, nous autres, là, faut qu'on mette sur le terrain chez nous, là, faut que tous les résidents mettent les boîtes de récupération, les bacs de récupération, puis les bacs de vidange sur le même côté de la route parce que nos petits ramasseurs de vidange un peu princesses, ils veulent pas se revirer de l'autre bord pour aller faire le sens inverse. Mais c'est dans quel pays, ça, la Beauce? La Beauce! Oh, OK. C'est le futur, en passant, la Beauce. C'est le futur. Je le dis souvent, il y a plein de jeunes qui viennent s'établir proche de chez nous, puis moi, ça fait mon affaire parce que ça fait augmenter la valeur de la maison. Il y a des belles choses qui s'organisent aussi, autant à Sainte-Marie qu'à Scott, là. Il y a des parcs pour enfants qui se développent, il y a des patinoires de décaqués. Quand je te dis, dans 20 ans, la Beauce, là, ça va être le futur. Tu t'en viens un vétéran de la place. La place, Québec, bientôt, là. À Québec, tout le monde va avoir 120 ans, puis ils vont attendre de mourir. L'autre jour, j'ai été à l'île d'Orléans. Je sais pas si tu vas prendre des runs de char, des fois, à l'île d'Orléans. Écoute, c'est un super spot pour des photos. La seule problématique, c'est rendu le trafic. Le dernier coup, je suis allé faire un tour là-bas. Il y a comme un genre de petit food truck aussi, là, qui est dans le coin avec un endroit où est-ce qu'ils font du vin. Tu peux te payer ton petit vin à 20$, tu vas t'asseoir, superbe vue. La seule affaire, c'est que fais-toi pas pogner, c'est la fin d'après-midi. Et essayer de sortir de l'île d'Orléans parce que je pense que ça nous a pris 1h30 sortir de là, une vitesse de 5 km/h. Mais c'était une journée spéciale, ultra beau, là. C'est ça. Mais t'as pas pogné le bon temps. Peut-être. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait énormément de maisons actuellement à vendre sur l'île d'Orléans. Peut-être que, vu qu'ils veulent refaire un pont, les gens de l'île d'Orléans vont dire, hey, là, ça va être un trafic qui va être épouvantable. Fait qu'ils veulent vendre leur maison très, très, très rapidement. Mais des fois, c'est 3 maisons, une à côté de l'autre, qui sont en vente. Moi, là, pour ce qui est du côté nord, je te dirais que c'est pas si problématique que ça, mais le côté sud, les gens que je voyais qui étaient à l'extérieur de leur maison, c'était tous des gens qui étaient pratiquement en perte d'autonomie, là. Ben écoute, il y avait de la chaise berçante à chaque maison qu'on se promenait. Donc, tu sais, dans 10 ans, Matt, dans 10 ans, là, l'île d'Orléans, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais nécessairement, s'ils baissent pas le prix de leur maison, oublie ça se vendra pas. Il y aura plus un chat là. Ça vaut une fortune, mais c'est sûr que c'est quand même un endroit qui est un peu un mix. Comment je te dirais, c'est un mix de campagne vraiment à proximité de la ville. Ouais. Ça a un solide cachet. Il y a quelque chose à faire à l'île, mais il faut bien le travailler pour le futur, effectivement. Mais je vois pas un kid ou encore un jeune couple qui a la possibilité d'aller s'acheter une maison à 500 000 dans ce coin-là. Puis après ça, si les infrastructures changent pas non plus, hey, je te le dis, là, pendant l'automne, là, les pommes, là, tu veux pas être pogné sur le pont. Il n'y a pas l'école secondaire à l'île d'Orléans? Non, c'est vrai, effectivement. Donc, faut que ça traverse l'autre bord. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, faut faire attention à ce qu'on dit. Tu sais, des fois, il y a des personnes âgées qui peuvent se sentir insultées. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ces gens-là ne seront malheureusement pas là. Je me dis, pour eux autres, ça serait... Parce qu'ils ont de la misère à marcher, ils ont de la misère à s'occuper de leur maison. Ce serait comme le moment, là, de vendre leur maison puis de venir s'établir en ville dans un condo où, tu sais, ils vont pouvoir... avoir peut-être un peu plus de temps pour eux autres puis pas être obligés de travailler autour de la maison tout le temps. Ouais, mais on a quand même un changement de mentalité qui est en train de se produire présentement. Les kids restent beaucoup plus longtemps aussi avec leurs parents. Est-ce qu'on va vraiment tomber dans un mode aussi un peu comme aux États-Unis, là, c'est la famille qui s'occupe
des personnes un peu plus âgées aussi, là. Ouais. Donc, moi, en tout cas, si mon grand-père aurait une maison du côté de l'île d'Orléans, je te le dis tout de suite, là, j'aurais tout fait pour rester avec un bon bout de temps. Ça a tellement un beau cachet. J'aime, moi, le côté qui est antique un peu, puis le côté campagne. Et je te le dis tout de suite, même sur le bord du quai, là, en tout cas, tu t'en fasses d'une chocolaterie, tu descends, là, puis écoute, c'est un spot extrême pour faire des photos, pour faire des vidéos. Tellement même que je me suis dit, le prochain coup, ouais, je pense que je vais écrire à la mairie là, pour qu'ils me donnent l'autorisation d'aller faire un petit tour là-bas puis de faire un reportage vraiment officiel. Toi, tu parles du quai sur le côté ouest de l'île d'Orléans. Dans le fond, celui-là qui fait face aux chutes Montmorency, là. OK, on parle pas du même quai. Tout de suite après le pont, tu tournes à droite, tu passes justement la petite cidrerie là, que je te parlais tantôt avec le petit food truck maison. Là, tu descends au stop, là, puis je te le dis tout de suite, t'arrives pas là avec un camion énorme parce que t'es fait. Puis tu vires tout de suite à droite. Exactement, bon, ben, en plein ça. C'est ce quai-là, c'est le côté ouest de l'île d'Orléans. T'as une vue sur le château Frontenac, là, tu vois tout au loin. Puis toi, quand tu dis que t'as une vue sur les chutes Montmorency, là, sont vraiment à ta droite. Là. Exactement. Puis il y a une auberge aussi qui est dans ce coin-là, là, un genre de petit bed and breakfast, là, vraiment bien positionné. En tout cas, je sais pas si ça roule, là, mais je te le dis tout de suite, ça c'est le dream là, d'avoir un genre de commerce sur le bord comme ça du fleuve. C'est un très beau spot, l'île d'Orléans, mais j'ai pas l'impression que c'est le futur. Moi, je pense que le futur, c'est la rive sud de Québec, parce qu'à Québec, actuellement, une maison, Amy J veut s'acheter une maison, c'est 300 000, là. Ben, je le sais. Mais si elle veut s'acheter une maison qui ressemble à peu près à la maison qu'elle veut s'acheter à Québec, en Beauce, c'est 100 000 piastres de moins, avec un terrain qui est 3 fois gros comme celui-là qu'elle va acheter ici à Québec. Fait que nécessairement, lorsqu'elle va réussir à se caser, là, c'est pas encore fait. Qu'elle fasse. Mais on la garçonne, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle s'achète une maison. Et ben oui, bientôt, écoute. Ben, elle va peut-être plus regarder du côté sud de Québec. Du côté de la rive sud, parce que surtout que ça se développe tellement que maintenant, il va y avoir pas mal la même chose que du côté nord. Ouais. Tu sais, les restaurants, les ci, les ça. Moi, je suis pas mal un gars qui pense à l'industrie aussi, là, et la rive sud explose tellement présentement. Je vois de moins en moins d'avantages là, de s'installer vraiment dans la section nord, là, où est-ce qu'on parle de Stoneham, Sainte-Brigitte en passant, le trafic incroyable aussi. Ça oui, je suis là. Ça l'a tellement explosé. Je suis obligé de changer mes horaires aussi. Avant, je partais comme tout le monde à 6h15 du matin pour arriver à la job à 7h. Puis déjà là, ça prenait 1 heure. Et c'est complètement l'hécatombe. Tu pognes un Corolla beige qui décide de rouler là, tight poil la limite. Puis là, pitchez-moi pas des roches parce que je vais dire qu'on roule plus vite la limite là. Ça a tout le temps été 80, 70 ces zones-là, mais depuis l'expansion, on a descendu ça à 50, puis je te le dis tout de suite, là, il y a pas grands enfants qui traversent le matin en plein milieu de l'avenue, là, oublie ça, là, OK, ça roule habituellement. Et quand t'en pognes un qui roule 40, tu te ramasses avec un serpent de trafic incroyable, puis tu viens d'augmenter 30 minutes à ton trafic dans le temps de le dire. Donc, tout simplement, partir plus tard, pour moi, ça a été la solution. J'adore le coin, j'adore le côté aussi campagne un peu, mais ça l'a tellement explosé sans qu'il y ait un support des infrastructures qui soit tant au niveau routier qu'au niveau transport en commun, puis même au niveau industrie. C'est bien beau pousser de la maison, là, mais pourquoi pas créer le plus possible des jobs à Sainte-Brigitte? On en a vu, bon, clinique dentaire qui a poussé, on a vu un Subway apparaître, on a vu le IGA, tout ça, mais il y a de quoi faire avec l'industriel. Moi, tant qu'à moi, c'est ça. Puis quand on parle d'industriel, je parle pas nécessairement de pollution, je parle de firmes informatiques. On a même un parc industriel à Sainte-Brigitte qui a même pas été exploité présentement. Le câble, il se rend-tu? Oui, le câble, il se rend. Moi, il se rend pas encore chez nous. T'es sérieux? Il s'en vient, mais et ça se coupe? Ouais, ça se coupe autant pour l'Internet que pour la télé. Ah ouais? Ouais. Oh boy. Mais ça, je veux dire, ça me cause pas de problème, j'attends plus un peu. Mais tu vois, j'ai un de mes chums qui c'est une bonne connaissance, là, que j'aime bien, c'est un restaurateur, puis il vient de se bâtir, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, il s'est bâti, lui, au lac Beauport, puis son commerce, il est à Lévis. Elle est méchante ride. Ouais, mais il était logique dans son affaire. Il dit, moi, je voulais rester dans un beau coin, mais je suis pas sur les heures de trafic. Donc, pour lui, ça prend, c'est ça. Pour lui, ça va prendre 40, 45 minutes? 25 minutes, 30 minutes. OK, il est vraiment, OK, lac Beauport proche, là, pas lac Beauport profond. Il est bien situé au lac Beauport. OK. Puis il y a une maison que j'aurais pas eu moyen de me payer à moins de mettre ça sur 75 ans. Mais mets ça sur le dos du kid. Ouais, c'est ça. C'est à cause d'eux autres, à cause de mes enfants. Mais tu vois, il est pas sur ses heures de trafic. Sa blonde, elle, est sur les heures de trafic. 1h15 dans le trafic le matin, 1h15 dans le trafic au retour. Ça, sérieux? Ça, c'est 2h30. Tu travailles 8 heures par jour. Fait que ça veut dire, là, t'as 10h30 où t'es dans ton char pis t'es à la job.
Ouais, puis là, t'es pas allé faire un tour au soccer du petit, t'as pas été faire l'épicerie, t'as pas arrêté au bureau de poste sur des heures assez ordinaires. En passant, tantôt, tu disais que t'avais pas la télé câblée. Moi, sais-tu qu'est-ce qui me manque dans mon coin? J'ai la télé câblée, mais c'est satellite. Ouais, satellite. Bon, sais-tu qu'est-ce qui me manque, moi? Je pense que ça va te frapper. Il y a pas de cellulaire chez nous. T'as pas de... Non, il n'y a pas de signal cellulaire. Non, effectivement. Ça, c'est parce que t'es loin, là, non, vraiment pas loin. Nécessairement, là. On met ça sur le défaut de la montagne qui bloque le signal dans ce temps-là. OK. Ouais, ça, c'est un peu plus ordinaire. Effectivement. Ça manque un petit peu, mais ça va se développer avec le temps. Écoute, avant, c'était bien pire que ça. Il manquait même une antenne vraiment centrale. Là, on l'a eu. Mais j'aime cette tranquillité-là. Si là sonne pas, à la limite, rejoignez-moi sur Facebook, puis il n'y a pas de problématique. Mais il y a vraiment des beaux spots dans la grande région de Québec. Je parlais de la Beauce. Quand tu restes à 20 minutes des ponts, c'est pas super. Tu me parles de Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est un bel endroit. Lac-Beauport, Stoneham, Fossambeau sur le lac, Shannon. Moi, c'est des endroits que je trouve magnifiques. Ben, je te dirais qu'une rade de moto aussi qu'on fait une fois de temps en temps, c'est de monter vers Sainte-Anne-de-Beaupré. La rue Bourg-Royal aussi, là, ça a quand même son petit cachet. Beaucoup de champs, encore un peu d'agriculture qui va se retrouver là. Un tracteur une fois de temps en temps aussi, mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, c'est un côté que j'aime. Il y en a qui préfèrent avoir vraiment leur appartement en ville, pas de voiture, rien. Ça, moi, je comprendrais pas ça. Mais écoute, à 16 ans, je roulais avec le pick-up, puis même avant ça, là, puis là, faites attention, je pense mon père écoute pas. J'avais en bas de cet âge-là, puis son père me disait, garde, prends la clé, là, puis si tu te fais pogner par la police, tu diras que tu l'as volé. Ça marchait comme ça dans le temps. Eh oui, il allait te ramener à la maison, puis c'est tout, puis t'allais te repentir. Ouais. Aujourd'hui, on passe des nouvelles, hein? On parle d'automobile avec Matt Thomasin. Oui, monsieur. Juste avant la pause, Matt, je vais juste demander aux gens, les gens qui ont des questions par rapport à un futur achat ou encore par rapport à leur véhicule, ils peuvent communiquer avec nous sur le live à radiox.com ou encore au téléphone 418-670-9098, 670-9098, 1877-440-2464. Si vous avez des questions pour Matt Thomasin, qui est chroniqueur auto. Pause de quoi? Une minute et demie, puis on revient. Marceau, le soir. Radio X. Moret. Toute la gang de Moret Live. Dominique Moret, Jean-Claude, Laurent et Dan Gravel. En vacances. Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Radio X. Alright, live à radiox.com si vous avez des questions pour Matt Thomasin, si vous avez des questions sur un futur véhicule que vous voulez acheter. On va aller tout de suite au téléphone. Allô, Radio X? Oui, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien vous-même? Oui, question pour Matt? Oui, en gros, là, dans le magasinage de véhicules en ce moment, puis je veux que tu m'éclaircisses un peu entre, mettons, les bons côtés, entre le Nissan Qashqai, le Mazda CX-3 puis le HR-V de Honda. Il n'y a aucune mauvaise machine présentement là-dedans, je te le dis tout de suite. Il y en a juste mon son, merci. Il n'y a aucune mauvaise machine présentement là-dedans, je te le dis tout de suite. Le gros avantage de Mazda CX-3 va être la garantie de kilométrage illimité. Il faut pas oublier que le véhicule est un peu plus petit cependant. Ouais. Le Qashqai, il y a quand même une belle répartition dans tout. Tu sais, côté espace, côté puissance moteur, je te dirais que Nissan travaille très fort là-dessus. Il faut pas oublier qui est présent dans d'autres pays depuis belle lurette présentement. Donc, Nissan nous l'amène en tant que nouveau produit, mais je te le dis tout de suite, ça fait longtemps qu'on l'a ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui est rodé. Et même Honda aussi, le HR-V, lui, c'est un petit peu le king de l'espace présentement. La configuration au niveau des bancs, ça a quand même un gros avantage à ce niveau-là. Donc, ça dépend de tes préoccupations principales. Si t'aimes le côté conduite, le côté fun, tu vas y aller avec le CX-3. Si t'as besoin d'espace, malgré la grosseur du véhicule qui est un peu plus restreinte, peut-être la configuration du Honda va bien te plaire. Mais si tu recherches un peu la moyenne de tout ça, le Qashqai va être parfait, puis il n'y a pas de mauvais produits présentement là-dedans. Je t'aurais racheté un peu aussi le Toyota CHR, mais il y en a qui trouvent le look est un peu extrême. Il faut pas oublier que si tu as l'intention d'avoir une traction intégrale, malheureusement pour l'instant, c'est uniquement traction pour ce petit véhicule-là. Mais un look différent, un look qu'on va devoir voir comment ça va vieillir, mais quand même extrêmement le fun à conduire pour le CHR. Excellente réponse. Ça te va? Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. La nouvelle Tesla, es-tu sortie, là? Pas encore. Modèle 3. Oh, OK. Tu veux aborder ça, tant mieux. On va y aller là-dedans.
Oh, Oncle Elon, je sais plus par où commencer avec lui. Écoute, il dit tellement de choses, Oncle Elon, mais bon, le dernier move, qu'est-ce qu'on a fait avec Tesla Model 3? Ben, c'est simple. C'est qu'on l'a lancé. Ouais. Tu te rappelles, ça devait être prêt pour... Bon, il y avait les mentions de novembre, il y avait les mentions de septembre. On pouvait les précommander. On pourrait précommander. Écoute, il y a énormément de personnes qui ont précommandé ces véhicules-là, tellement que Tesla est comme un petit manufacturier. On n'a jamais eu des véhicules à haut volume. Hein. On n'a pas produit 500 000 véhicules dans une année, surtout là quand on y va dans une niche comme celle-ci. Donc, Elon, ben écoute, c'est une aventure qui coûte cher aussi. Au dernier deuxième quart qu'on avait, c'était 336 millions de pertes, alors qu'on a quand même fait 2,8 milliards de revenus, quand même doublé aussi là-dessus. C'est un peu particulier. Donc, imagine, là, si on a fait 2,8 milliards de revenus puis qu'on est encore à moins 336 millions, ça coûte cher l'aventure. Donc, la Tesla Model 3, on l'a lancé, mais on l'a donné à des employés de SpaceX, qui est le propriétaire de SpaceX. Elon Musk. Mais ça marche. Hein. Dernièrement, il a fait un vol. Succès numéro 1. La station spatiale a été ravitaillée. C'est parfait. Donc, Tesla Model 3, si on résume un petit peu, la présentation qu'il y a eu, les premières livraisons sont à ses propres employés. Entre toi puis moi, est-ce que tu vas voir un employé qui va dire la Tesla Model 3, j'ai eu tel problème cette semaine avec? Non, tu verras pas ça. C'est pas passé non plus à des journalistes. On a vu quelques reportages. Je te pose une question comme ça, à moins que ce soit juste pour un rodage, pour savoir si effectivement, bon, le véhicule est à point, s'il n'y a pas des choses qui pourraient améliorer. Excellent mot. Ça se fait plus facilement. Mais ils vont sûrement profiter des commentaires de leurs employés pour dire, regardez. Oui. OK, on est au mois d'août. Ouais. C'est parce qu'on a promis pour novembre, on a promis pour cette année, on a promis d'enclencher la grosse production au début de l'année prochaine. Là. On n'est pas un peu tard? Je le sais pas. Écoute, Elon est plein de bonne volonté. La seule chose, c'est que quand il a fait sa présentation, il a dit, ben écoutez, on va faire le maximum pour tout le monde de réussir à vous livrer les véhicules que vous avez commandés. Mais sa face... On dirait que je le croyais pas dans sa face. On dirait que j'avais l'impression de revivre la même aventure avec le modèle S, le modèle Y et tous les modèles de Tesla qui ont tous pris 1 an ou encore 2 ans de plus à la première annonce qu'on a fait. J'adore le produit Tesla. Je trouve que Elon présentement a une stratégie incroyable. Il y a des followers. Et ça, j'aime ça employer ce terme-là. Je le dis en anglophone parce que ça sort encore plus fort. Il y a des suiveux. Des suiveux, ça sonne moins bien. Je reprends. Il y a des followers et il y en a beaucoup. Il y en a qui croient en son produit. C'est le roi Elon. Tant mieux, j'adore ça. J'en veux plus, moi, de véhicules électriques. J'en veux plus de véhicules de n'importe quel genre avec n'importe quelle motorisation. La Model 3, ça va pogner parce qu'on a conservé le prix de 35 000 US. Mais attention, c'est très dénudé. Est-ce que tu penses qu'un jour, ils vont être capables de sortir 5 000 véhicules par année, 10 000 véhicules par année? Je pense que oui. Je pense qu'ils vont être capables de le faire. Mais est-ce qu'on peut accélérer cette cadence-là ou encore prendre un envolé super rapide de production sans se préoccuper du contrôle de qualité? Je répète, Tesla a un excellent produit, mais c'est un des seuls véhicules pendant ma semaine d'essai que j'ai eu 2 problèmes avec le char, et quand même assez majeurs. Il y a d'autres manufacturiers aussi avec lesquels c'est arrivé, mais je te dirais que ça m'a quand même frappé. Et là, on parle de composantes électroniques. Les ordinateurs gèrent tout dans les modèles Tesla. Ça se met à jour par Internet, ça. Une mauvaise mise à jour sur ton iPhone, là, puis tu sais qu'est-ce qui arrive, là, le nombre de plaintes à Apple augmente énormément. Puis Apple, c'est les kings du iPhone. Puis ils se sont trompés, là, il y a quelques mises à jour. Imagine, ça arrive dans les voitures. Bon, l'électronique est rendue là. Fait que Tesla Model 3, l'écran 15 pouces, 345 km d'autonomie. On a un modèle performance qui va quand même sortir sous peu. Comme je te disais tantôt, Elon a respecté le prix de 35 000 US. Mais il faut faire attention. Si jamais on veut le cuir à l'intérieur, le siège ajustable, le 12 positions, l'audio, c'est 5 000. Si on veut les fonctions d'autopilote avancé, c'est un 5 000 de plus. Au moins, il va venir avec le stationnement automatisé. Tu vas me dire, puis le changement de voie automatique. Mais mettons que tu veux vraiment la conduite autonome. Ben là, écoute, ça va être un 3 000 de plus, mais ça te prend quand même le premier 5 000. Tu vois, là, on vient de rajouter 13 000 dans le temps de le dire. Donc, Elon, c'est plus de 400 000. On veut produire 500 000 véhicules pour 2018. Et c'est environ 1800 réservations par jour. Et il trouve toujours le moyen de faire parler de lui. On a mis des Easter eggs à l'intérieur. Tu sais, c'est des programmeurs, c'est de l'informatique. Fait que des Easter eggs, c'est comme des petites choses qui sont cachées, que les gens vont comme découvrir. Fait qu'imagine-toi donc, t'as une carte de la planète Mars, t'as un livre à colorier. Et je sais pas si tu te rappelles du sketch qui avait été fait à Saturday Night Live, More Cowbell, la toune, là. Non, ça te dit rien? Non.
Peut-être que le câble était pas rendu chez toi là, cette journée-là. Là. J'ai peut-être trop de vie pour écouter ça. Exactement. Mais bon, t'actives une fonction. Puis le véhicule se met un peu à jouer cette tune-là, qui se veut un clin d'œil à la gang de Saturday Night Live. Okay. Donc, c'est super ce qu'Elon fait. J'adore, mais c'est une aventure qui coûte cher présentement. Il faut des reins solides et on ne peut pas se tromper présentement. Là, on s'est placé dans un endroit où est-ce qu'on va être la cible de tout le monde. Puis les grands manufacturiers, là, qu'on parle de Toyota, qui s'est joint justement avec Mazda pour l'aventure électrique, là, qui n'y croyait pas vraiment, mais là, finalement, n'a pas le choix. C'est depuis 1999 qu'on a une Prius. C'est du temps à tabarouette. GM, la Bolt, on est allé chercher l'expérience où? Dans les années 90 avec la fameuse EV, là, la EV1, là. C'était laid en tabarouette. C'était une stratégie bizarre. Mais quand tu regardes ça sur YouTube, c'est quand même les pionniers aussi du véhicule électrique. Okay. Est-ce que selon toi, Elon Musk, c'est le gars de c'est l'homme de la situation? C'est un gars avec 1001 idées. Il a de très bonnes idées, mais est-ce que c'est le gars qui va être le corps arrière de son entreprise, qui va être capable de caler les shots puis de livrer les véhicules à temps? J'ai pas l'impression, ça a l'air d'être un grand rêveur, mais c'est-tu le PDG qui va être capable de diriger son entreprise d'une main de maître pour qu'à un moment donné, on prenne son entreprise au sérieux? Ouais, mais Elon aime une chose. Comment je te dirais? L'adulation. Il est un peu comme un politicien. Il aime ça être en première page. Il aime ça faire parler de lui. Quand est-ce que tu entends parler de son vice-président? Jamais. Quand est-ce que tu entends parler de son VP technologie, celui-là qui développe les choses en arrière? Quand est-ce que tu entends parler de sa production d'usine ou encore de son développement ou d'une innovation qu'il a faite dans l'usine? Jamais. Elon, il y a un portefeuille. Puis quand tu as un portefeuille, habituellement, tu es capable de t'entourer de personnes qui sont fortes. Tu vas les payer. C'est ça qui va arriver. Tout va être possible rendu là. Moi, c'est un peu ma vision des choses. Dans d'autres jobs, c'est un peu la même chose. Des fois, tu as un boss qui est plus ou moins bon, mais en arrière, il y a une couple d'employés qui l'appuient vraiment à côté. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Puis sais-tu quoi? Il va voir le service pour ceux qui payent. Elon a des ressources monétaires incroyables. Maintenant, il va commence à faire de l'argent, par exemple? Oui, c'est exactement ce que je te disais tantôt avec les revenus qu'on a mentionnés. Ouais. Il n'y aura pas le choix de faire de l'argent. Donc, pour l'instant, ça prend un gars qui est un peu rêveur. Ça prend un artiste pour imaginer des trucs un peu malades. Steve Jobs était un peu aussi ce genre de rêveur-là. Puis tu vois où est-ce qu'on a mené Apple. Mais il y a un certain danger aussi à ça. C'est quand tu n'as plus le rêveur en place, comment tu fais pour garder le cap puis garder le train. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. All right. Au téléphone, allô Radio X. Salut. Salut. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ton expert pense d'un Jeep Wrangler. C'est-tu une bonne achat, ça? Quel beau véhicule. Parce que, oui, c'est ça, je te l'accorde. Je tombe en amour bien raide avec un bleu électrique Rubicon. Toit rigide, rétractable noir, intérieur noir. Il est pas trop cher, il est vraiment trop propre. Partout en dedans, en dehors. C'est-tu qualité versus assurance? Je me suis fait dire que c'était très cher. Oui, c'est sûr que c'est pas donné. Première des choses. C'est vrai que si je prends un toit qui est pas rigide, c'est moins cher. Qui est pas enlevable, je veux dire. Parce que, je veux dire, il est pas en toile, il est en plastique que je peux enlever. Habituellement, vous pouvez prendre les deux toits aussi, là. Donc, ça, c'est possible. Première des choses, on va revenir du côté du véhicule. On s'attend du changement un petit peu pour 2018 aussi. Donc, on attend des nouvelles motorisations. Il va y avoir des turbos 4 cylindres. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Les transmissions aussi, on parle de 8 vitesses, ça s'en vient. Version diesel hybride, on en parle beaucoup. Donc ça s'en vient là très, très sous peu. Là, je vous dirais, disons une année, là, peut-être on va en entendre parler vraiment quand même beaucoup. Pour la partie assurance, c'est vrai que c'est plus cher. Pour la simple et bonne raison que c'est un des véhicules qui conserve le plus sa valeur originale. Donc la valeur résiduelle du véhicule, là, ça subira pas de grands coûts. Par exemple, on achète un véhicule, on l'a payé 60-70 000, c'est un véhicule de luxe. Tu sais, la bonne vieille expression, dès que tu as traversé la rue, il vient de perdre la moitié de la valeur. Ouais. Avec le Jeep Wrangler, il conserve beaucoup de valeur. Les assureurs le savent. Donc, qu'est-ce qui arrive si jamais vous avez un impact? Ça vaut de l'argent. Donc, les primes sont plus élevées. Et pour le toit dur, toit souple, côté vol, effectivement, là, dans le coin de Limoilou, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui se promènent et qui font par exprès pour dézipper les Jeeps pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que t'as pas moyen de barrer les portes ou quoi que ce soit. Ne laissez jamais rien traîner dans votre Jeep qui a un toit souple. Si jamais vous avez le toit dur, c'est quand même moins pire. Ouais, moi, j'ai un toit rigide mais rétractable, tu comprends?
Puis je reste pas à Limoilou, je reste à Sainte-Foy. Ouais, mais je vous dirais que en espérant que ça sera moins pire, là, tu sais. peu importe le quartier, des fois, anyway, c'est un véhicule qui conserve énormément sa valeur et les gens le savent. Puis ça vaut combien, un Wrangler de ce type-là? Ça peut varier. On peut parler de 30 quelques mille dollars jusqu'à quasiment 60, même pour la version 4 portes Unlimited, le gros kit, là, en passant, transport, préparation, taxes, assurance, matriculation, on s'entend, là. Ça varie énormément, mais quel véhicule le fun, polyvalent, hors route. Oui, c'est ça, je l'ai essayé, puis je peux te le dire, ben je peux pas l'acheter sans toit rétractable, c'est trop hot, le feeling que t'as, là. Je suis allé faire un peu d'autoroute avec le gars, j'ai demandé, il m'a donné le OK, puis le feeling que j'ai eu, c'est... Je m'imagine juste à faire du off-road un peu, puis ça va être l'extase ben raide. Puis je veux savoir les pièces aussi, que mettons ça brise. Mon fleur brise, les pièces, c'est cher ça? Écoutez, il y a tellement de possibilités de personnalisation, des compagnies qui s'empressent les unes les autres à vendre des pièces aftermarket, là, comme on dit, que ce soit au niveau des suspensions, que ce soit au niveau des échappements. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez le concessionnaire. Si vous brisez de quoi, là, je vous le dis tout de suite, le concessionnaire offre des pièces qu'on peut dire améliorées pour justement profiter du hors-route un petit peu plus. C'est la même chose pour une multitude de compagnies. Donc les pièces, c'est quand même raisonnable. Cependant, attention à la rouille. C'est des véhicules, des fois, qui sont un petit peu plus fragiles au niveau des pentures de porte, au niveau aussi des qualités des fois de peinture, mais oubliez pas, c'est des véhicules qui sont brassés. Les branches frottent là-dessus. Je vous dirais, des fois, l'impact du soleil ou encore les gens veulent les brasser et les amener un petit peu plus en hors-route aussi. Donc, c'est bien important de faire attention, un petit peu d'entretien un peu plus. Mais un Jeep reste un Jeep. Ça a un côté brut, côté suspension, mais pour le reste, tellement plaisant l'été. Puis enlevez les portes, là. Enlevez pas juste le toit, là. Ouais, non, je sais, mais je les ai pas enlevés, là, mais je sais qu'ils s'enlèvent. Ben, je te remercie, t'es bien gentil, ça éclaire mon choix, mais moi, t'as dit, je pensais pas que c'était aussi un véhicule d'aussi grande qualité que ça. Ben, dites-vous une chose, c'est un véhicule qui est émotif, hein. C'est un véhicule qui va vous offrir du fun. Je vous dis pas que c'est le plus fiable sur la planète présentement. Jeep a un petit peu de travail à faire présentement dans les classements de Consumer Report ou autres, mais la valeur résiduelle est là. Pas vraiment de danger là, présentement avec un Jeep Wrangler. À vous de voir si vous attendez les nouvelles versions qu'on va avoir là, pour 2018, qu'on devrait annoncer du côté de novembre au Salon de l'Auto de Los Angeles. C'est pas mal là que les annonces vont se passer pour Jeep, je crois. OK. Ça vous va? Merci, t'es bien gentil. Merci beaucoup. OK. Bye. Une question qui vient de rentrer. Pourquoi ça coûte tout le temps plus cher faire réparer son véhicule chez le concessionnaire où on a acheté son véhicule plutôt que le garagiste du coin? OK. Bon, c'est l'expertise aussi. Premièrement, on dit que ça coûte plus cher. Oui, au niveau du taux horaire, ça peut coûter plus cher, mais il faut pas oublier que ces gens-là connaissent le véhicule de A à Z. Mm-hmm. De plus en plus, on va retrouver de l'électronique. Hein? De plus en plus, on va retrouver des systèmes de traction. On va retrouver des systèmes même au niveau de la vision, de la sécurité. Dernièrement, je suis allé faire l'essai du Crosstrek, puis on a un système EyeSight qu'on appelle ces 2 caméras qui est directement en haut, donc au niveau du véhicule dans le pare-brise, et qui va avoir une vision. Il va y avoir un radar là-dedans. Il va y avoir des caméras qui va soit adapter le régulateur de vitesse au véhicule qui est devant moi, m'avertir quand il va y avoir une précollision. Les caméras 360, là, bon, vous pouvez penser que c'est un super beau gadget, mais si jamais là, Kido, là, il passe avec son bike, là, puis il vous ramasse un miroir, puis il le casse. Imaginez-vous donc que ça prend une calibration avec vraiment des lignes à terre pour calibrer le plus possible la vision 360 pour que ce soit exact. Eh bien, pour calibrer ça... Ouais, ça prend des appareils pour. Le garage du coin, il n'y a pas 8 dessins là sur son plancher. Ouais, là, mais je sais pas, pour faire, je sais pas moi, pour faire... tes freins sont finis, là. Oui. Tu peux aller chez le garagiste du coin. Moi, ce qui m'agace, puis ils ont un nom, là, je me rappelle pas, c'est quoi, mais tu t'arrives, puis le gars t'accueille, là, puis il te dit tout de suite, il te donne quasiment tout de suite... La viseur technique. Puis il te donne quasiment tout de suite ta soumission. Puis selon ce que tu as à faire réparer, lui dans son ordinateur, c'est 3 heures que ça prend ou 4 heures que ça prend. Exactement. Puis là, il dit ça va te coûter de temps. Mais si le mécanicien, là, lui, au lieu de le faire en 3 heures, il le fait en 2 heures et quart, là. Tu reverras pas ton 45 minutes d'argent que t'as donné, là. C'est un dossier chaud, ça, peu, cette question-là. Ça m'agace. Oui. Comment vous pouvez fourrer vos clients de même? Là? Il y a 1001 grades de pièces aussi qui existent. Si je te dis au niveau des disques de frein, là, présentement pour ton camion, il doit exister au moins 12 marques de disques de frein. Puis encore là, je pense que je suis pas très généreux. Puis dans ces 12 marques-là, il doit exister environ 5 grades différents au niveau du disque de frein.
un disque qui va être basic, qu'on va appeler petit budget, qui va coûter une bagatelle comme 12, 13, 14 $ quasiment du disque. Il y en a un qui va être bon avec un appliqué qui fera qu'il rouillera pas. Il va en avoir un sportif avec des lignes à l'intérieur qui va peut-être monter jusqu'à 200 $. On paye toujours pour la qualité qu'on a. Et souvent, et en passant, concessionnaire comme petit garage ou autre, c'est un lien de confiance que tu fais avec la personne. En passant, là, mon véhicule à moi, j'ai un attachement émotionnel, mais en même temps, ce véhicule-là est mon outil de travail à chaque jour. Ta frottes-tu plus que ta femme? Un petit peu, là. Je sais pas. Faut que tu y penses. J'essaie de voir le dernier coup que j'ai ciré, là. Eh, Seigneur! Mais c'est ça, tu l'as dit, relation de confiance. Moi, j'aime bien aller voir mon garagiste. Puis tu sais, mon garagiste, tu dis, oh Yann, ça va coûter à peu près 300$. Puis là, j'arrive chez le garagiste, puis là, il me dit, Yann, regarde, on l'a fait plus rapidement, c'est 215$. Et je suis heureux? Oui, t'es heureux. Je suis heureux en tabarouette, mais chez le concessionnaire, par exemple, ça là, t'est jamais arrivé. C'est jamais ça. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'ils travaillent, puis je pense que les concessionnaires s'en ont rendu compte. Faut pas oublier que la formation aussi des techniciens qui est très important, et ça coûte quand même un gros prix maintenant pour se garder à jour. Écoute... Attends un peu, je parle pas de ça. Je comprends que ça coûte plus cher chez le concessionnaire. Moi, je joue à l'avocat du diable, là, présentement. Du là. vol... Parce que c'est un vol. Si ton mécanicien le fait en 2h15, puis ton aviseur technique te dit, c'est 4 heures, puis il te charge le 4 heures, c'est parce qu'il se met le reste du temps dans les poches. Et ça s'appelle du vol. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Là. Faut magasiner. OK? Moi, je suis pas ici pour faire le jugement de personne. J'en entends de moi, tout bord, je suis pour ça. Oui, je le sais. C'est pour ça que je viens un peu temporiser présentement le caractère de Marceau. De nuancer. Mais je suis d'accord avec toi. Il y en a qui ont mauvaise réputation. Puis je vous le dis tout de suite, si votre mécano vous appelle Yo chef capitaine matelot quand vous rentrez dans la place, c'est peut-être pas nécessairement non plus la meilleure approche. Tu vois, moi, c'est mon indicateur comme quoi j'aurai pas de facture. Fait que il me plaît. Ouais, mais t'essaieras de demander de réparer ton moteur hybride sur ton prochain véhicule. Mais il va peut-être trouver ça dur. Avoir ce type de moteur-là, j'irais chez le concessionnaire. J'irais chez un concessionnaire qui me dirait, regarde, nous, on l'évalue à 4 heures. Si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. On va te charger 2 heures. Là, je vais être heureux en tabarouette. Puis tu sais-tu quoi? Je vais retourner chez ce concessionnaire-là. Mais je pense qu'on a fait quand même un gros travail du côté des concessions. Il y a encore du travail à faire sur la confiance, OK? C'est rendu là aujourd'hui. Avant, il y a des gens qui se posaient pas trop de questions. Aujourd'hui, l'économie, c'est important. L'argent qui reste dans nos poches, il y en a toujours moins à chaque année, on s'entend. Puis il y en a que pour faire une réparation, puis un changement de frein, puis quand la facture de 600$ arrive à la fin du mois, il arrive serré. Puis je suis totalement d'accord avec vous autres. Magasiner, trouvez-vous un garagiste de confiance, que ce soit concessionnaire, que ce soit petit garage. Et en passant, vous gardez vos papiers, vos factures, parce que votre garantie est toujours bonne, même si vous faites les entretiens ailleurs. C'est bon? C'est pas ça qu'ils nous disent. Moi, je te le dis. C'est Matt qui le dit, là. Tu vois, regarde, tu voulais que je sois moins tempéré. Je le suis, puis là, ça me fait un reproche. OK, on va aller au téléphone. Il y a des gens qui attendent depuis un certain temps. By the way, il me reste un circuit de libre. 88-670-9098. 670-9098. 1877-440-2464. On est avec Matt Thomasin. Si vous avez des questions, puis vous n'avez pas le temps de passer en ondes, on peut te rejoindre comment, Matt? Écoute, c'est simple. Facebook, Mathieu Thomasin directement là. Il y a même Instagram à cette heure, donc... Ton Car Question? Oui, Car Question. Ça, c'est la version anglaise, d'ailleurs. La vidéo du Crosstrek qu'on a sorti ce soir, vidéo du CX5 aussi. Ça, c'est disponible en anglais, mais même francophone. Imagine-toi donc, question auto. Et Virage recommence bientôt. Je vais être avec mes acolytes, donc Daniel Boudreau, Jacques Bienvenu, Marc Bouchard, qui vont se joindre à nous. Moi, je suis comme un peu le jeune dans la place au travers des vétérans. Là. Fait que souvent, là, je pars une discussion, je mets le feu, je m'en vais, puis je les laisse s'astiner entre eux. C'est quand le jeune a les cheveux poivrés seuls, ça, c'est de l'expérience. Ça, je me disais. Hey, c'est rien qu'une peinture. Allô, Radio X? Oui, bonjour. Oui, salut, c'est à toi. Oui, j'ai 2 questions. Vas-y. La première, c'est... Je t'avais parlé de Tesla. Moi, je suis là, Tesla tout à l'heure. Oui. La rumeur là, sur les batteries, là, qui, à fond, était comme... pour la production, c'était aussi polluant que, mettons, un char pendant 10 ans. J'ai vu ça passer. C'est sûr que présentement, la composition au niveau des batteries, c'est du lithium. Puis il faut miner ça. On l'utilise un peu partout aussi présentement. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a qui font bien ça, le minage, puis il y en a qui font pas bien ça. Puis souvent, ceux-là qui font pas bien ça, ils chargeront pas cher. Puis le manufacturier, lui, il veut rentabiliser les choses. Donc, c'est pas un dossier que j'ai vraiment étudié en profondeur, mais il faut pas oublier que c'est un peu comme n'importe où. Il peut avoir un certain jeu de propagande, dis-je bien, aussi. Donc, à prendre avec un grain de sel, mais je vous dirais que l'important, c'est toujours de faire peut-être des recherches aussi un petit peu plus en profondeur, pas prendre le premier article qui est sponsorisé sur Facebook et qu'on voit vraiment tout le monde partager aussi comme du cash.
Mais je suis d'accord avec vous, dès qu'on va chercher des ressources essentielles, des ressources qui sont rares, l'histoire peut même nous parler des fois de matériaux, que ce soit nucléaire, que ce soit le bon vieux charbon, que ce soit, peu importe, dans l'histoire, il y a toujours eu des choses polluantes à la production. Un manufacturier, cependant, du côté électrique qui est incroyablement avancé du côté production et même qui pense à la réutilisation de ces véhicules électriques une fois qu'ils vont être en pièces. C'est BMW présentement qui l'a avec ses modèles i. Même l'usine, est en vitre. On laisse vraiment l'énergie solaire pénétrer à l'intérieur pour chauffer la bâtisse. On fonctionne à l'éolienne aussi pour justement avoir du courant. On pense qu'une fois que les batteries, ça va être terminé, on va pouvoir les défaire puis les réutiliser dans d'autres appareils qui vont demander moins d'énergie. BMW a vraiment pensé ça. Mais encore là, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Et qu'est-ce qui coûte cher? C'est les prévisions du futur environnemental. L'environnement coûte énormément cher présentement là aux manufacturiers. Ça vous va? Okay. Oui, merci. Puis la deuxième question est un peu plus technique. Tu parlais du cross-tech tout à l'heure. Hein? Oui. Écoute, je sais pas si c'est vraiment une réputation ou pas, parce que moi, j'ai un Legacy. Oui. Avec un 2.5. Puis écoute, j'ai eu affaire avec gasquette de tête il y a pas longtemps. Oui. Et on m'a dit que c'était assez récurrent après la garantie. Quelle année? 2011. Puis 2011. en bas de 100 000. En bas de 100 000, effectivement. On a eu c'est même pas Matt qui le dit, on l'a vu passer à la facture dernièrement. Il y a plusieurs personnes qui avaient des problématiques avec les moteurs. Les 2.5 n'avaient pas non plus une excellente réputation, surtout à froid, ça cognait. On parle des années 2000, là je veux pas me tromper dans mes années, mais piston 2 et 4, en tout cas je vous dis tout de suite, là, quand je n'ai eu un en 2000-2001, ça cognait au moins une fois par année. Tu vas retenir ça, Amy-J? Piston 2 et 4? Oui, piston 2 et 4, tu retiens ça. Ça s'est corrigé un petit peu quand on parlait de 2006-2007 environ, mais on a eu des problèmes de consommation d'huile pour les 2 litres aussi, mais ça semble s'avoir corrigé. Il faut pas oublier qu'avec le Crosstrek, nouveau moteur, 80% de nouvelles composantes cette année, l'injection directe aussi vient s'en mêler. On va monter ça à 152 chevaux à 6000 tours, puis 145 livres de couple à 4000 tours. C'est pas énormément puissant, mais c'est un petit véhicule urbain là, de ce côté-là. Mais on a quand même confiance qu'on s'est grandement amélioré du côté de Subaru, et tant mieux, c'est temps là. On veut des bonnes nouvelles aussi. Là. Bon, mais ça, je me c'était comme... avait l'air un peu plus faible que le 2.5. Là, mais... C'est sûr. Mais gasquette de tête, à faire attention. On sent aussi que ça commence à briser des fois dans les variations de température, ou encore qu'on va commencer même des fois à sentir qu'il y a soit une consommation d'huile. Et si on est vraiment rendu trop loin, là, il y a une histoire de Prestone aussi qui se mélange là-dedans, puis ça, c'est pas chic, là. Non, ben, il était fait, là, en tant que tel. Oui, il était fait, parfait. Si tu été fait, tu vas être bon pour quand même un bout. L'important, c'est qu'il y ait de l'huile dans ces moteurs-là. Il faut vraiment pas qu'il en manque, là, même s'ils sont cogneux, là, des fois. Les moteurs à plat, l'hiver, là, on entend ça cogner. Tant qu'il y a de l'huile là-dedans, ça va devrait toffer, là, sans problématique. Ah, pour ça, j'ai pas eu de problème, j'ai rien pris d'huile. Bon, ben, excellent. Et voilà, c'est réglé. Merci beaucoup. Ah, merci. Salut, bye-bye. Bye. Allô, Radio X. La personne a quitté sur la 1. Allô, Radio X. Oui, allô. Salut, comment ça va? Ça va bien. Oui. La question, s'il vous plaît. Parlons de l'huile synthétique. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a des compagnies que c'est 5000 km, d'autres c'est 6000. Puis moi, j'ai appelé la maison mère, puis ils m'ont dit 8000. Quand vous dites la maison mère, vous voulez dire votre manufacturier, là? Oui, avec le nom du gars, puis de la patente. Moi, je vais vous donner la meilleure recommandation. Vous y allez exactement avec le grade ainsi que le type d'huile que votre manufacturier vous recommande. Le moteur est conçu pour ça. Se diriger vers une huile synthétique, c'est pas nécessairement problématique. Au contraire, il va y avoir plusieurs bénéfices aussi, mais il faut pas oublier que l'huile est quand même plus chère aussi. Il y a même certains manufacturiers aujourd'hui qui vont recommander l'utilisation d'huile synthétique. On va avoir des moteurs de plus en plus aussi à haute compression, des moteurs qui vont demander de l'essence premium. Faut suivre les recommandations du manufacturier et suivre les entretiens pour être sûr qu'on va avoir le véhicule le plus fiable possible au travers du temps. Je suis d'accord avec vous, mais quand le vendeur, le garagiste, en tout cas, le garage, lui, il parle de 5-6 000 km, et puis tout le monde était malade, c'est 10 000 km l'huile synthétique. Mais moi, je suis téléphoné à la compagnie Maison Mère de la compagnie de l'automobile que j'ai, sans la nommer. Il dit, voyons donc, tu roules pas avec ça. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai 20 000 km d'abord dessus. Je roule pas, là. Puis il m'a dit, vas-y, aux 8 000 km, occupe-toi pas des mois. C'est 8 sûr. 000 km. Mais faut Puis là, excusez-moi, il m'a donné son nom, tout son... Puis en tout cas, tu sais,
Pas que le garage à Québec, à un moment donné, ça arrive de quoi, ben regarde, là, j'ai ça en main. C'est sûr. Gardez-le en main, mais oubliez pas, là, le plus grand ennemi là, d'un moteur puis de l'huile, là, c'est la chaleur. Là. Faut pas oublier que des fois, des huiles minérales, quand ça va être au-dessus de 245 degrés, ça se volatise un peu plus rapidement. Ça forme un genre de vernis, un genre de goudron. Puis l'huile synthétique, ben elle va garder ses propriétés jusqu'à 370 degrés. Donc, elle est moins fragile aux variations de température. C'est sûr qu'avec un moteur qui révolutionne énormément, c'est une paire de manches, un moteur qui va travailler aussi. Moi, je suis allé me promener en fin de semaine, faire un petit peu de route, puis ça n'a pas été trop long qu'avec les températures qu'on avait extérieures, on voyait l'aiguille qui commençait à se déplacer. Donc, faut dire que ça travaille, ces composantes-là. Donc, oui, excusez-moi. Moi, l'aiguille n'a pas bougé. Puis, regarde, j'ai 20 000 kilomètres. Je m'en ai qu'en 2 ans. Non, vous roulez pas beaucoup, là. Fait que vous en demandez pas trop à votre véhicule, là. À moins que si vous faites les 5 km, ça trace tout de suite en sortant de chez vous. Ça peut peut-être arriver, mais non, c'est sûr que... J'ai pas le char pour. C'est bon. Vous pouvez peut-être vous permettre d'espacer un petit peu, mais je vous rappelle, la recommandation, c'est toujours ce que le manufacturier recommande dans son livre. Ils vont marquer des mots. Ouais, mais pas de garage, c'est pas la même chose. Non, ça, je vous comprends là-dessus, mais écoutez, moi... je vais vous en compter une meilleure. Moi, il y a une madame, OK, vite, là. J'ai quelqu'un qui a essonné, mettons, elle avait, pas nommé le char, en tout cas, nomme-moi pas, 6 000, 5 000 kilomètres pour un changement d'huile normal, là, dans le temps-là. Mettons, 5-6 ans en arrière. Là, il a fait peur à la femme au coton. Il a changé sa timing gear. Il a chargé 800 pièces son changement d'huile de timing gear. Hey! Puis, je veux pas nommer de garage au Québec, mais en tout cas. Des fois, il faudrait nommer ta marouette. Merci beaucoup de votre appel. OK, salut bien, puis bonne chance. Salut, merci. On a besoin de chance, nous autres. On en a besoin. Les nouvelles motorisations aujourd'hui de changement d'huile, tu te rappelles avant, c'était le chiffre magique, c'était 5 000 kilos. Ouais. Aujourd'hui, on est rendu dépassé 10 000. On est à du 14 ou même du 18 000 des fois kilos pour un changement d'huile avec des nouveaux moteurs présentement. Qu'est-ce que ça représente pour un manufacturier puis pour un petit garage du coin? Tu vas voir le client moins souvent. Là. Habituellement, tu étais capable de l'attirer avec un changement d'huile puis de dire « Hey père, tes plaquettes sont dues. Hey père, check ça, veux-tu que je te lave ton char, un petit aquapelle dessus? » Il y avait moyen d'ajouter des petits produits de plus. Là. Fait qu'il y avait moyen d'aller chercher de l'argent de plus. L'entretien est probablement ce avec quoi un concessionnaire, un manufacturier, un garage fait le plus d'argent. Je sais pas, c'est quoi le pourcentage pour un concessionnaire, mettons un concessionnaire Honda, il fait combien sur son véhicule qu'il vend? Ça dépend du type de véhicule, ça dépend des options rajoutées. C'est-tu 10%? C'est-tu 6%? Écoute, prenons par exemple un véhicule de masse, là, un Honda Fit ou encore un Honda Civic, ça sort à la pelletée. Tu peux pas faire 10 000 de profit sur ce véhicule-là, quand déjà tu vas être capable d'aller le chercher pour autour de 20 000 dépendant l'équipement que tu vas mettre à l'intérieur. Donc un faible profit pour ce type de véhicule-là, mais au volume. Quand on va tomber dans le véhicule de luxe, c'est là que la marge est impressionnante. Mais c'est là que aussi quand tu arrives au manufacturier, monsieur, voulez-vous un petit digestif, voulez-vous de quoi? Voulez-vous on va vous laver votre véhicule quand vous allez repartir avec, on vous a remis de la glace et tout. Ça se paie, ces entretiens-là. Ça se paie avec quoi? Avec le profit que le manufacturier fait ou encore avec le prix final sur la facture. Là, je n'aimerais pas de concession, là, mais tu le sais, bon, Honda et Acura, ça c'est Acura, la division de luxe. On va parler de Toyota et on va parler de Lexus. On va parler donc de d'autres véhicules qui vont avoir justement des niches un peu de marque. On peut penser à Nissan et Infiniti. Qu'est-ce qui fait que souvent ces véhicules-là partagent la même motorisation, que tu t'en vas d'un côté de la concession un peu plus commune, comme toi puis moi qu'on dirait, et qu'est-ce qui fait que quand tu te retournes du côté de la concession un peu plus de luxe, même motorisation, même rouage, mais pourtant les prix de l'entretien, c'est plus haut. Un changement d'huile à 35$, là, t'en verras pas. Jamais. Pourtant, c'est le même moteur. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait peut-être de l'argent un peu au niveau du Ils vont se reprendre consommateur. OK, je te pose une question, je pense qu'elle est pertinente. Vas-y. Est-ce que ton huile est plus usée? Mettons, on dit 5000 km, OK? Oui. On disait que c'était un chiffre magique là, pour ce qui est de ton changement d'huile. Est-ce que tu peux être plus stressé quand tu fais uniquement de la ville avec 5000 km ou tu peux être moins stressé quand tu fais 5000 km mais tu es tout le temps sur la grande route? Je pense que tu peux être moins stressé quand tu vas faire un peu plus de kilométrage. Qu'est-ce qui est dur? Non, dans le sens, ma question, c'est vraiment quelqu'un qui est tout le temps sur la route. Là. OK, route ou ville, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui use plus l'huile?
En tant que tel, c'est la chaleur qui est vraiment l'ennemi de l'huile. Okay. Donc, soit une température trop basse, parce qu'on n'aura pas eu le temps d'atteindre vraiment la température nominale du bon fonctionnement. Par exemple, il y en a souvent qui vont dire, moi, je travaille en ville, puis je prends pareil mon char, il fait moins 30 aujourd'hui, je vais partir avec. Ouais, mais tu as 2 km à faire. Est-ce que tu penses que ta voiture a eu le temps d'atteindre la température nominale avant d'arriver à l'autre bout? Ça, c'est extrêmement destructeur sur les pièces, sur la friction. L'huile n'a pas le temps d'atteindre sa viscosité maximale efficace. Donc, tu as plus de friction. Fait que tu vas peut-être avoir l'impression que ta voiture n'a pas de kilométrage, mais finalement, ça n'aura pas fait du bien tant pour le rouage intégral, tant pour les différentiels, tant pour tout ce qui baigne dans l'huile d'une certaine manière. Et l'autre chose, un moteur aussi qui va rouler plusieurs kilomètres, faut pas oublier que les changements d'huile, faut que ça soit fréquent. Une personne qui va faire des fois beaucoup de kilométrage, elle va avoir tendance à dire là, je vais checker si l'huile est correcte, là, puis là, c'est parce que ça va me coûter encore cher, fait que je vais passer cet entretien-là. Des fois, tu as des petites surprises avec le temps aussi, là. Un est pas nécessairement plus dommageable. L'important, c'est le côté nominal au niveau des huiles qu'on va mettre, d'atteindre la bonne température et de s'assurer qu'on respecte ce pourquoi on met de l'huile. Il y a des huiles, des fois, qui vont être, à haut millage, qui vont changer un peu la viscosité. Il y en a qui vont être des huiles littéralement de course, que c'est pour un véhicule qui va révolutionner des fois à 7, 8 000, 9 000 tours minute. Et au niveau du grade aussi, c'est très important à respecter. Encore une fois, ce que le manufacturier dit, bien souvent, c'est marqué sur le bouchon, là. Vous pouvez pas vous tromper. Achetez pas de l'huile en spécial d'un autre grade pour essayer de sauver une couple de piastres, là. Attendez au pire qu'elle vienne en spécial une semaine après. Steve, nouveau propriétaire de chat pas de poils. Chat pas de poils. Ouais, ça vaut cher ces chats-là. C'est quoi? C'est 800$? Des sphinx, on appelle? C'est pas des beignes... Non, c'est des sphinx. Des sphinx. Ils n'ont pas de poils, sont laides, mais en même temps sont beaux. C'est laid. Hein. Steve te demande, mais des fois c'est à l'image du propriétaire. C'est bon. Hein, Steve? T'as mes chums d'enfants. Il demande qu'est-ce que tu penses du Outlander V6 2017? Outlander, Mitsubishi, il y a une excellente garantie, mais il faut absolument garder tous les papiers d'entretien. Le manufacturier est un peu difficile là-dessus. C'est un Mitsubishi, en passant, ça marche très bien, ça marche du côté du Québec. Excellente traction intégrale, très efficace en situation. On a retiré un peu d'expérience de rallye pour bâtir ça. Et je te dirais, c'est pas mauvais, c'est fiable, mais il faut que t'aimes un petit peu plus le côté sobre, un petit peu plus le côté plastique, là. Du côté de Mitsubishi, là, ce qu'on a besoin présentement, c'est d'amener des nouveaux véhicules avec l'alliance qu'on a fait. Et ça va être extrêmement important d'arriver avec du nouveau bientôt. Donc, c'est l'impression que j'ai de la gamme en tant que telle. Le Outlander n'est pas un mauvais véhicule. V6, ça tire quand même bien. Un petit peu plus de consommation que les autres, un petit peu plus de plastique à l'intérieur, cependant. Alright. D'autres questions sur le live à radiox.com, je veux les passer. Pour ce qui est du Mazda CX-5 diesel, est-ce qu'il y a une date de prévue pour ce véhicule-là? C'est drôle, j'ai appelé Mazda avec ça aujourd'hui, puis malheureusement, aucune nouvelle là-dessus. On devait l'avoir présentement là, c'était attendu. Mais j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a peur au niveau, donc, des émissions? Est-ce qu'on veut s'assurer de travailler ça un petit peu plus? C'était prévu pour le deuxième quart, je me trompe pas, au niveau de l'année. Malheureusement, on attend toujours le 2 litres, 2.5 litres aussi, des excellents moteurs Skyactiv présentement. En passant, on est une des seules régions en Amérique du Nord qu'on a encore la possibilité d'avoir le CX-5 manuel. Du côté du reste du monde, c'est en train de s'en aller. On tombe vraiment tout vers des transmissions automatiques 6 vitesses qui fait un excellent travail avec le 2.5. J'ai roulé ça là, dernièrement. Vraiment, le CX-5, on a une impression de luxe à l'intérieur. C'est bien fini malgré la classe du véhicule. Le confort est là. Tu prends des virages à une vitesse que tu peux pas prendre avec d'autres véhicules sport utilitaires avec celui-là. On a besoin d'un petit peu plus de punch justement au niveau du moteur cependant, mais on joue la carte de la fiabilité. Il n'y a pas de turbo, pas de suralimentation. Ça, au travers du temps, c'est un bon gage. Et je rappelle encore une fois, garantie de kilométrage illimité si vous êtes représentant sur la route. Tu sais, les gars qui font 80 000 km par année, j'en ai dans mes amis. Là. Tabarouette, prenez-vous un Mazda. Au bout de 3 ans, vous allez avoir encore une garantie par choc à par choc. Là. OK. Louis, je te pose une question. Est-ce que pour la Nissan Micra SV manuel, est-ce que tu trouves que c'est sécuritaire en hiver? Et pour ce qui est des longs trajets occasionnels, est-ce que c'est sécuritaire? As-tu une autre suggestion pour ce même type de voiture à prix similaire? C'est la meilleure de sa gamme présentement.
il y a Chevrolet qui a quand même fait une belle incursion avec quand même beaucoup de technologie à l'intérieur qu'on a ajouté, mais la Micra, en tout cas, si vous pensez qu'elle n'est pas sécuritaire en hiver, regardez les courses, là, c'est sûr qu'il y a une cage, là. Mais les courses Micra, le véhicule est d'origine, puis on se promène avec ça, et ça résiste, ça joue au bumper cars dans la série, comme ça n'a pas de sens. Les gars ressortent, sont en bon état. C'est sûr qu'il y a une cage de racheter, mais ça témoigne quand même de la solidité de la voiture, de la rigidité. On a souvent l'impression que les petits véhicules vont être moins bons en hiver, mais c'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce qui est important en hiver? C'est des bons pneumatiques, c'est des bons pneus d'hiver. Si vous avez peur de manquer de traction, mettez des clous, s'il vous plaît, là-dessus. On peut penser à Nokian qui travaille très fort avec le nouveau AK9 cette année qui va arriver avec deux clous différents, deux types de clous différents à l'intérieur du pneu. J'ai jamais vu un pneu qui avait autant de mordants latéral. On peut penser à Hankook aussi qui travaille très fort ses produits. Encore une fois, qui va nous arriver avec quelques nouveautés. Et même BF Goodrich, on est allé les rouler tout juste avant que l'hiver se termine. On arrive avec un pneu d'hiver qui a des bonnes technologies unidirectionnelles et l'important, c'est la gomme. Si vous êtes insécure pendant l'hiver, dites-vous là que la grande variable qui va vous amener de la sécurité et de manière amplifiée, là, c'est vos pneus. Parce que les tests de sécurité ont été faits sur tous les véhicules. Sur tous les véhicules. Mais je comprends le réflexe de dire, tu sais, puis moi, c'est plus petit. C'est plus petit. Ouais. Il reste que quand tu fais de la route, quand tu fais de l'autoroute, t'es dans le bois, tu veux pas te ramasser avec un chevreuil d'en face. Tu sais. Ouais, face à face, tu te sens plus vulnérable. Ouais, mais tu sais qu'une Micra, il risque de passer par-dessus, hein. Tu vas un chevreuil. Un chevreuil, écoutez, les véhicules aujourd'hui sont faits pour avoir des impacts avec les piétons puis s'assurer donc qu'il y ait le moins de dommages possible. Ils sont faits avec des tests de collision tant vraiment au milieu à l'avant. Non, effectivement. Ils sont faits pour recevoir des impacts même aussi des fois latérales avec puissance et on obtient quand même d'excellentes cotes. Tu comprends le réflexe? Tu sais, moi quand j'étais avec mon truck, quand je suis sur l'autoroute puis je croise un chevreuil, je le sais que c'est pas lui qui va me décapiter si on a un impact là, c'est sa vie qui va se terminer. Puis moi, je vais brailler parce que je viens de tuer un chevreuil, mais je vais être encore en vie. C'est quoi? Un orignal avec une Micra, là, t'as des bonnes chances de passer en dessous. Ouais. Avec ton truck, tu vas être aux premières loges du panache. Ouais. Tu sais, c'est relatif à ça. J'avais pas pensé à l'orignal, j'avais juste pensé au chevreuil. Ben, c'est ça. C'est le chevreuil. Exactement. Ouais. Un lièvre aussi, là. Un lièvre, un lièvre, t'as la chance de le sauver avec ton truck, mais avec la Micra, il manque des oreilles. On dirait que plus c'est gros, plus on sent en sécurité, mais les tests d'impact ont été faites sur tous les véhicules. Oui. Et c'est une fausse impression de sécurité parce qu'il faut pas juste penser à l'impact, il faut que tu penses aussi après qu'est-ce qui arrive avec ton véhicule. Un camion va souvent avoir tendance à être déporté. Il y a une question de poids. Tu vas peut-être même aller te promener jusque dans l'autre ligne puis risquer un autre impact. Tandis qu'une petite voiture, bon, c'est sûr qu'on s'entend. Là, si tu rencontres un 10 roues, là, que t'aies un camion ou encore que t'aies une petite voiture, je pense que ça va faire mal anyway. Mais les véhicules, ils ont de plus en plus des équipements au niveau des coussins gonflables qui sont adaptés pour les genoux, au niveau des rideaux. Ils ont des systèmes même qui vont détecter des fois les roulis. Ils vont détecter quand tu vas prendre le clos. Il y a des systèmes qui vont te ramener des fois avec l'électronique avant qu'il y ait un impact ou quoi que ce soit. On va même t'avertir des fois. Faut pas avoir peur nécessairement. Puis la Micra, solidement, là, présentement, dans un véhicule qui est à un prix comme ça, parce qu'on essaie de viser en dessous du 10 000 $, 995, mais bon, transport, préparation, blablabla, on dépasse, là. Mais présentement, c'est un des véhicules les plus abordables et les plus fiables qu'on peut payer à ce prix-là. Si vous aimez vous déplacer du point A au point B, avoir un petit feeling de conduite un peu microcop style, ben allez-y avec ça. Et MJ, t'es-tu style grosse voiture ou petite voiture, toi? Ben, présentement, j'ai une petite voiture, là. C'est quoi ta voiture? J'ai une Mazda 3 Sport. Bon, tu vois, elle aime le côté sportif un peu. Le côté sportif, je l'aime, le côté vroom vroom. J'arrive en virage, je fonce. Puis tantôt, là, avec ce qu'elle disait, elle fait des sourires aux gars aussi, là. Hein? Non, t'as pas entendu ça? Tantôt? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. On a présumé que je faisais des sourires aux gars. Puis que... ouais, mais je me sens plus en sécurité dans un gros char, pour être franche. Ouais. Oui, ça peut être vrai. Ça dépend de l'équipement, mais... À part une Volvo 97. Ça, je me sens en sécurité là-dedans. Ah oui, Volvo. C'est un tank, là. C'est un tank. Volvo a longuement été reconnu et est encore reconnu comme un des véhicules les plus sécuritaires. Mm-hmm. Écoute, ton chevreuil puis ton ours Volvo arrive avec un système de détection. Fait que si le véhicule voit le chevreuil avant toi dans le clos, il va te ralentir puis être sûr que tu n'auras pas d'impact et il va t'avertir. Même aussi au niveau, je mets tout en dehors puis ton véhicule s'en va directement dans le canal, comme on dit, le véhicule va te ramener, va s'assurer que tu sois en sécurité là-dessus. De plus en plus, je pense que c'était avec toi qu'on parlait de ça. Il y avait eu un documentaire il y a de ça, peut-être 2 ans, où le véhicule, je pense que c'était intégré à même le miroir, il détectait tes yeux, ta pupille. Ton état. Puis si t'étais chaud ou si t'étais drogué, là, le véhicule le savait puis il s'éteignait, là.
là, c'était terminé. Merci, bonsoir, tu t'en vas, là. Dans les véhicules. Longtemps que ta pépé, il est pas correct. Oui, puis de plus en plus dans les véhicules maintenant, qu'est-ce qu'on tente de voir, c'est si le conducteur va faire des mouvements brusques ou encore va démontrer des signes de somnolence au niveau de sa conduite. Le véhicule, souvent tu vas avoir un petit avertissement qui va être sous la forme d'une tasse de café qui va dire, écoute, il est le temps que tu t'arrêtes. Et ça, là, avant, là, je te rappelle que dans le Civic 93, t'avais le radio AM, FM, et si t'avais la fonction auto-reverse, t'étais quelqu'un. T'étais le king du, je sais pas, de l'école où ce que t'allais, là, OK? Auto-reverse. Exact. Mais aujourd'hui, écoute, t'as le véhicule qui va détecter s'il y a un impact en avant de toi, qui va avoir une caméra de recul, et qui, en plus, va jouer n'importe quelle bonne musique satellite. On a évolué de manière assez incroyable, mais écoute, tu prends ton téléphone, tu payes supplé, t'es aux États-Unis à cette heure, ça se relie Bluetooth, t'écoutes Marceau le soir. Ça n'a pas de sens. Dernière question, rapidos, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Okay, c'est John qui nous écrit. Tu penses quoi, Matt, du Atlas de Volkswagen? Malheureusement, je l'ai pas essayé. Donc ça va s'en venir quand même très bientôt. Je pense que l'essai est prévu sous peu. Ce que je peux vous dire, c'est que mes collègues de travail ont été quand même assez impressionnés par l'Atlas au niveau de Volkswagen. C'est une belle incursion présentement dans le véhicule quand même de bon format, si on veut. Le confort des passagers a été vraiment regardé le plus possible. Puis, ce qu'on peut dire aussi comme point fort, c'est que c'est l'espace. C'est redéfini. Ça s'est redéfini pour donner le maximum d'espace aux passagers. Ça va être quand même aussi très confortable, même si la route va être quand même accidenté. Mais il faut dire que... Au niveau du design, là, les véhicules de ce type-là se ressemblent tous, là. Ben oui, c'est difficile. Même chose pour les camions. Des fois, j'entends des gens juger les camions. Écoute, c'est difficile de réinventer une boîte de pick-up puis un devant de camion qui va être différent. Même chose pour les minivans. C'est encore un classique, mais tu peux pas vraiment changer la forme d'une minivan. Les derniers Suburban que j'ai vus, là, ça ressemble plus au bon vieux Suburban carré, massif, là. Non. Pour l'Atlas, pour terminer un petit peu dans les points qui sont améliorés, ben les accélérations, des fois, c'est un peu ordinaire. Petite finition plastique une fois de temps en temps. Puis bon, le côté style, l'avant, il y en a qui aiment pas, mais moi, je juge pas nécessairement le style. C'est tellement au goût, là. C'est tellement personnel, une impression de style. Moi, je le trouve quand même beau. V6 4Motion va risquer d'être super intéressant avec la traction intégrale. Merci beaucoup, Matt. Pour les gens qui ont des questions à te poser, on peut te rejoindre comment? Mathieu Thomasin sur Facebook. Vous avez aussi les chaînes YouTube, Car Question, Question Auto. Instagram, je suis pas mal plus présent là-dessus aussi. Je mets des petites photos cool. Fait que, de temps en temps. On te voit-tu dans des positions suggestives? Non. En faisant des petits sourires aux filles? Moi, c'est uniquement les voitures. Je fais uniquement des sourires à la garçonne présentement. J'étais allé là l'autre jour sur Instagram. Ça m'arrive, je mets des photos de mes gars. Ouais. Puis là, j'ai vu comme un endroit où tu pouvais chercher, là. Tu cliques sur la loupe, là. Mm-hmm. Puis là, il y a comme plein de suggestions. Oui. Puis je sais pas si c'est par intérêt, mais bref, c'était que des Ça marche avec ton Facebook, oui. Ah ouais? Oui. OK. Ça marche avec tes préférences, dans le fond. Ce que tu recherches va souvent être suggéré. Non, mais pour vrai, on dirait que ça lit dans tes pensées, là, on va être franc, là. C'était que des filles qui, comme, ils se mettaient dans des positions, comme pour qu'on voit toutes, là. C'est quoi le lien avec les bébés que t'as, là? J'ai aucune idée. Babe, tu te trompes. Au lieu de marquer bébé, t'as marqué babe. Non, c'est dans la loupe. Tu payes sur la loupe, là, puis ça te donne des suggestions. Puis bien souvent, c'est des gens qui sont sur ton Facebook. Mais que tu connais un peu. C'est des gens dans ton qui entourage, sont à Québec, ouais. puis tout ça. Puis là, je regardais ça, puis je me dis, mais tabarouette, il y a du monde qui mettent 375 photos d'eux autres en maillot, avec le même sourire, les mêmes lunettes, mais pas dans la même position, puis pas dans le même angle. Tu veux-tu faire une expérience louche, là? De ce temps-ci, je m'en vais m'entraîner, puis je suis en forme, là, plus que jamais, là. T'as un douchebag? Ouais, non. Écoute, je suis pas un douchebag, là. Tu sais, je garde quand même mon petit dad bod un peu, là, pour rester sexy. Mais, quand tu vas être sur Instagram, puis tu vas être dans ton gym, appuie sur, tu sais, la fonction pour voir les photos dans l'endroit que t'es, là. Et je te jure, tu vas en avoir des filles avec des petits becs de canard, des petites positions dans le miroir du gym, et on se casse pas la tête pour dire, checker mes pipes. Ils se prennent en photo? Ouais. Mais où s'en va le monde? Je sais pas. Écoute, c'est de mon âge, là. Moi, tout ce que vous dites, c'est vrai, là. C'est normal. Hey, on va l'avoir sur Instagram, direct là. Ben là, non, là, c'est l'heure d'une pause. Nous autres, on était avec les appareils photo jetables. Ouais. Moi, dans le temps, là, j'avais un téléphone à roulette. On était même pas capable de se prendre en photo avec ça. On avait des appareils photo jetables. Puis on allait, oui, mais les appareils photo jetables, on n'était jamais sûr de la photo qu'on avait prise, si elle était bonne ou non. Ouais. Des fois, on prenait 3 fois la même photo pour être sûr, certain qu'il y en ait une de bonne sur les 3. Ouais. Aujourd'hui, les filles, là, ça n'a pas de peine. Ils prennent une petite photo, ils envoient ça aux autres. Hey, imagine-toi dans la tête, t'es obligé d'aller faire développer ça chez le gars. La pharmacie du coin, lui, il était content quand il tombait ça, 7 genre. C'est sûr qu'eux autres, ils devaient watcher ça, là. C'est clair.
Ça devait être expliqué pourquoi il me regardait tout le temps avec un petit sourire quand j'allais à la pharmacie. 9h01, on fait une courte pause. On revient? Marceau, le soir. Radio X.